Blaf, on est là, la Basse-Terre, hein? C'est en Guadeloupe, mes amis. Allez voir un petit peu, allez voir un peu. C'est joli en fait. J'ai vu quelques photos. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'aller sur la Guadeloupe, mais allez voir. Hein, il y a plusieurs quartiers. À Basse-Terre, il y a le quartier Saint-Claude, il y a plusieurs quartiers, hein, Rivière-des-Pères, etc., Saint-François. Il y a un certain nombre de quartiers. Alors, j'ai jamais été, hein, donc je dis ça de ce que je vois sur l'internet. Ça vaut le coup d'aller jeter un œil si vous ne connaissez pas. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que il faut je l'ai déjà dit dans d'autres audios, il faut qu'on apprenne à se connaître. C'est vraiment important qu'on apprenne à se connaître. Parce que les gens qui volent nos richesses, qui nous empêchent économiquement d'avancer, eux, ils se connectent entre eux. Je vous assure qu'ils se connectent entre eux. Je vais vous passer un petit extrait d'un couple de Guadeloupéens ils ont été s'installer au Bénin. Alors, le titre de la vidéo, c'est « De la Guadeloupe au Bénin, ils ont tout quitté, un retour en Afrique ». C'est sur la chaîne Jazz Nomade. Allez voir la vidéo, c'est vraiment sympa. Et vous allez voir pourquoi il faut qu'on apprenne à se connaître, qu'il faut qu'on apprenne à se rapprocher. Il y a un témoignage, le petit extrait que je vais vous mettre là, c'est un témoignage. Et vous allez voir que le mal est profond, il faut qu'on apprenne à reconnecter. Je vous laisse écouter. Ancêtre, hein. Et vous, toute votre chaîne, en fait, votre façon d'être, la manière dont vous vivez avec la nature, j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, je me suis précipitée dans les mails, j'ai dit non, faut que je discute avec eux, hein. Et tu vois, ce que tu dis là, ça nous touche aussi parce que moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le premier contact que j'ai eu avec les Africains du continent, c'était effectivement quand je suis partie en France faire mes études. Et en fait, et tu sais, je dis toujours que quand je suis partie, mon père, qui est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, il m'a donné des commandements. Et les commandements, c'était ne pas sortir avec un arabe et ne pas sortir avec un noir, un africain. Ouais. Tu vois? Et ouais. ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup interpellée parce que je comprenais pour les arabes, mais je ne comprenais pas pour les africains. Ouais. Ce que j'ai fait en fait quand je suis arrivée, c'est que je suis sortie avec un africain. Et puis tout le contraire de ce qu'il m'a dit, parce que déjà ça s'est présenté. En plus, c'est un frère africain qui est venu à moi tout de suite. Ouais. Et en africain que je découvrais, je les trouvais fantastiques. Et moi, je me disais, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on nous dit en fait? Je ne comprends pas. Je voyais que ce qu'on me disait et ce que je voyais, ça n'avait aucun rapport, quoi. Ce n'était pas la vérité. Ouais. Et voilà, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous... Il y a des choses beaucoup de choses qui nous ont éloignés, malheureusement, alors que pourtant, en étant ici, voilà, en étant ici, on voit bien que, voilà, on est les mêmes, quoi. Mais même encore, on voit quand même qu'il y a encore une distance. Oui. Oui. Et ça, c'est dommage. Ouais. J'aimerais rajouter juste un truc. En fait, ce qu'on constate aussi, c'est que nos parents, ils ont été travailler pour vraiment absorber ça. Oui. Le fait que les Africains ne sont pas bien, tout ça. Et bon, nous, en partant aux études, même moi, mon père, il a eu la même attitude. Hein. Quand un Africain lui disait bonjour, il dit bonjour mon frère, il s'énervait, il dit moi je suis pas ton frère, moi. Et nous on se disait pourquoi? On était à Marseille et de fil en aiguille, on ne comprend pas quoi. Ouais. Et après on découvre que bon, il y a eu des choses qui ont été faites, ils ont été d'une certaine manière aliénés entre guillemets quoi. Hein. Ouais. Et on voit que le même travail aussi a été fait ici, mais dans un autre sens. Ouais, c'est encore autre chose. Et on voit que les dégâts de la colonisation, de l'esclavage, tout ça, c'est waouh. Dans les têtes, dans les esprits, c'est vraiment esprit, hein, c'est profond. Complètement, c'est diviser pour mieux régner. Et de vous entendre vous exprimer, vous savez, ça me donne même de l'émotion. Parce que
depuis en fait que j'ai quitté la France, ici en Angleterre, il n'y a pas beaucoup d'Antillais, parce que c'est un pays anglophone, donc il n'y a pas beaucoup d'Antillais ici. Ouais. Et c'est la même chose que vous avez dit, c'est ce que moi j'ai vécu. En fait, je me rappelle, j'étais au boulot et j'avais une collègue guadeloupéenne. On avait la même couleur. Pour moi, c'était ma sœur. Parce que c'est comme ça que nous, on est éduqués. Toutes les personnes, j'étais éduquée. Toutes les personnes noires sont mes frères et sœurs. Et donc, du coup, elle m'a dit justement ce que Eline, tu viens de dire. Hein. Et ça m'avait choquée. Je me dis, mais je ne comprends pas cette rejection de mes frères. Et donc, je veux dire, c'est pour moi d'être là aujourd'hui avec vous, c'est quelque chose que, voilà, c'est comme un petit peu un pansement du passé, parce que cette réconciliation entre nous, tu vois, parce que ceux qui nous ont divisés, voilà, c'était pas pour notre propre bien. Enfin bref, pour moi, il était important que je vous dise ça, ok, quelque chose que j'avais en moi, et puis maintenant que c'est sorti, et puis j'apprécie vraiment votre... Voilà, c'est ce que j'adore avec vous, votre authenticité en fait. Donc voilà, vous avez entendu, donc ce couple de Guadeloupéens qui ont été s'installer au Bénin, mais vous avez aussi entendu comment ils ont été, entre guillemets, éduqués par leurs parents. Donc vous voyez que le mal il est profond, et ça va dans les deux sens. Hein. Je me souviens, j'avais parlé avec une femme qui était camerounaise, et elle m'avait dit que son amour de jeunesse, c'est un Martiniquais. Et son père lui a défendu, à l'époque, elle voulait se marier avec lui, et son père a mis son veto, parce que le gars était martiniquais. Donc vous voyez que le mal, il est quand même profond. Il faut bien que vous compreniez que tout ça, ça a des répercussions, entre autres, sur notre poids économique. Hein. Alors les choses changent, hein, bien sûr, les choses changent, mais toujours est-il que ça a des répercussions sur notre poids économique. Maintenant, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que ceux qui volent nos richesses, ceux qui nous divisent, parce que vous imaginez bien, comme ça a été dit, hein, si vous regardez la vidéo, ça a été expliqué, bon, on a été divisés, etc. Mais ceux qui nous divisent, ou qui nous ont divisés pendant longtemps, encore une fois, bon, ils nous ont divisés, mais c'est par l'intermédiaire de traîtres parmi nous. Hein. Je veux dire, ces gens-là sont pas plus intelligents qu'un autre. Simplement, ils ont utilisé les traîtres parmi nous, en l'occurrence, nos élus pour les Antilles, par exemple, hein, mais aussi les présidents africains, hein, pour diviser, casser complètement le continent. Et depuis des siècles et des siècles, hein, ce manège dure. Hein, au départ, c'était tout simplement les traîtres, Cupide, etc., ou ceux sans cervelle qu'on pouvait monter très facilement contre ceux sans cervelle qu'on pouvait monter contre leurs semblables, etc. C'est ça qui a été utilisé. Maintenant, écoutez attentivement comment ceux qui ont exercé cette politique de division, comment eux, ils s'organisent entre eux. C'est assez intéressant. Alors, malheureusement, j'ai plus le titre de la vidéo, mais j'essaierai de vous la retrouver. Mais écoutez attentivement, c'est une espèce de rencontre entre les élites politiques, économiques, etc. en France, mais dans tous les pays d'Europe, c'est pareil. Hein. Et ça s'appelle le siècle. Donc, ils se rencontrent une fois par an, je crois, et ils discutent entre eux, etc., etc. Écoutez attentivement. Un invité des dîners du siècle, mais ne possède pas le statut de membre à part entière. Ce n'est qu'au bout d'un an, et après avoir assisté à au moins 4 dîners, que le profil du candidat est réexaminé et qu'enfin, il peut devenir membre du siècle. Si tel est le cas, il devra s'acquitter d'une cotisation annuelle d'environ 200 € et surtout, le plus important, jurer de ne jamais révéler ce qui sera dit lors des dîners du siècle. Donc vous le voyez bien, la procédure pour devenir membre du club est extrêmement longue et fastidieuse et il y a certaines règles très strictes à absolument respecter pour entrer au siècle. Selon les auteurs du livre Histoire secrète du patronat, ce processus de sélection très rigoureux serait d'ailleurs fortement inspiré de la franc-maçonnerie, dont le recrutement des membres est quasi similaire à celui du siècle. Et d'ailleurs, en parlant de membres, concrètement,
simplement, qui en France appartient à ce club si secret? Eh bien, pas mal de personnes que vous connaissez tous. En fait, c'est littéralement impossible pour moi de vous citer toutes les personnes influentes appartenant au siècle, car ça se chiffre par centaines. Littéralement, on passe d'hommes politiques incluant Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Jacques Attali, aux hommes d'affaires influents comme Yannick Bolloré, Édouard de Rothschild ou Jean-Yves Abrère, en passant par des journalistes comme David Pujadas, Patrick Poivre-Hanovre ou encore Laurent Geoffrin. Mais même là, je vous ai parlé que de 1% des membres du siècle, et honnêtement, il me faudrait faire une vidéo de 3 heures pour vous présenter en détail tous les membres de l'organisation. Alors, j'ai réfléchi à une solution. Je me suis mis au travail et j'ai décidé de vous créer une nouvelle carte du pouvoir. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne et qui savent pas ce que c'est qu'une carte du pouvoir, c'est des gigantesques cartes mentales que je crée afin que vous compreniez mieux qui sont les membres de telle ou telle organisation. J'en ai déjà créé 2 pour le groupe de Bilderberg et Capable et Tafi, et je me suis dit que ça serait une bonne idée d'en faire une également pour le siècle. Je vous affiche un petit extrait de la carte à l'écran pour que vous compreniez de quoi je parle et pour que vous visualisiez un peu plus à quoi ressemble cette nouvelle carte du pouvoir. Dedans, vous pouvez voir tous les membres importants du siècle, ce qu'ils font dans la vie et surtout leurs différents liens avec les autres membres de l'organisation. Si vous voulez vraiment comprendre l'influence du siècle, je vous conseille vraiment d'aller regarder cette carte du pouvoir. Pour la consulter, c'est extrêmement simple et complètement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans ma bio et vraiment n'hésitez pas à aller la voir et me donner des retours par rapport à celle-ci car elle m'a vraiment pris beaucoup de temps à fabriquer. Merci sincèrement à tous ceux qui le feront. Ceci étant dit, on est reparti et après avoir parlé des membres du siècle, il est temps de vous expliquer comment se déroulent les dîners mythiques de l'organisation. Bon. Encore faut-il comprendre réellement ce que cela implique et surtout comment se déroulent les fameux dîners de l'organisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Georges Bérard-Kellin a fondé le siècle, son but, outre le fait de créer un lieu où les élites pouvaient se rencontrer, c'était aussi de pouvoir reproduire la tradition des dîners privés du 19e siècle. En fait, tout au long du 19e siècle, de nombreux cercles, clubs et dîners privés avaient été créés en France afin de réunir les élites de l'époque. Mais par exemple, le dîner des Cinq, cercle ultra fermé composé uniquement de gens de lettres, dont Edmond de Goncourt, Flaubert, Zola, Tourguenieff et Alphonse Daudet. Il y avait également le dîner Big Show, un club privé très sélectif qui comptait comme membres les personnes les plus influentes de France à cette époque, comme Raymond Poincaré, le maréchal Foch ou bien le fils d'Alexandre Dumas. Et bien entendu, je ne peux pas ne pas évoquer le dîner Magny qui lui réunissait les écrivains et journalistes du 19e comme Théophile Gautier, Guy de Maupassant ou encore les frères Goncourt. Vous l'avez compris, ces dîners et clubs privés ultra sélectifs étaient donc très courants au 19e siècle. Les élites françaises pouvaient se réunir en toute intimité et discuter de tout et de rien, loin des regards indiscrets. Sauf qu'au début du 20e siècle, avec la première puis la seconde guerre mondiale, la plupart de ces dîners, cercles et clubs privés ont disparu et l'élite française s'est retrouvée dépossédée de lieux où se réunir discrètement. Et donc c'est en partie pour renouer avec cette tradition que Georges Bérard-Kellin a décidé de créer les dîners du siècle. D'ailleurs, même le déroulement des repas suit à peu de choses près le même schéma que ces fameux dîners et cercles privés du 19e. Tout commence le dernier mercredi de chaque mois. Les membres et invités du siècle se rendent à 20h au cercle de l'Union Interalliée, situé tout proche de l'Élysée, pour assister au traditionnel dîner de l'organisation. Une fois sur place, les membres du siècle commencent par déguster un petit apéritif au bar. Le champagne coule à flot, les langues se délient enfin, soulagées de pouvoir dire ce qu'elles pensent vraiment. Car tout le monde le sait, ce qui est dit au siècle reste au siècle. Dans son livre Dictionnaire des intellectuels français, Jacques Julliard explique d'ailleurs, je cite, « Dans ce grand forum bruissant s'échangent adresses, informations, services et amabilité sans que jamais, selon une règle non écrite, les propos tenus puissent donner lieu à une exploitation extérieure. À 20h45, fini l'apéritif, c'est enfin l'heure du mythique dîner du siècle. Les plans de table ont été soigneusement préparés à l'avance par un membre du conseil d'administration qui a pris bien soin de créer un plan sur mesure pour que chacun se trouve de dîner en dîner avec des convives différents. Une fois les invités installés, le dîner du siècle débute enfin. Les discussions s'animent et chacun essaie alors de tirer profit de ce dîner si particulier. Les politiques charment les journalistes, les hommes d'affaires concluent des transactions entre eux et les intellectuels discutent d'idées utopiques qui, selon eux, pourront redresser ce pays qui coule inexorablement depuis de trop nombreuses années. Vers 22h30, les discussions s'interrompent et peu à peu, chacun quitte le cercle de l'Union Interalliée pour regagner son domicile. C'est savoir que la plupart des élites du pays en font partie, c'est quand même assez fou. Dites-vous que lors des dîners du siècle, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et François Hollande peuvent très bien dîner à la même table et rigoler ensemble, alors que le lendemain, ils s'insulteront copieusement sur les plateaux télé. Ça peut sembler dingue, mais c'est pourtant la réalité. D'ailleurs, des exemples comme ça, je peux vous en citer des dizaines, et si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller regarder la carte du pouvoir. C'est le premier lien en description, et c'est complètement gratuit, faites-vous plaisir. En tout cas, merci du fond du cœur de votre soutien, on est de plus en plus sur cette chaîne YouTube, et accrochez-vous bien. Donc voilà, vous avez entendu un peu... voilà. Donc pendant que nous, on se méprise les uns les autres, eh ben les autres, eux, justement, eux, travaillent entre eux, eux promotionnent leur culture, leur race, etc.
Est-ce que vous voyez l'absurdité est-ce que vous voyez l'absurdité dans lequel on se trouve, ou lequel ou laquelle, peu importe, vous m'avez compris. Est-ce que vous voyez dans quoi on se trouve? Est-ce que vous voyez dans quoi on se trouve? Pendant que nous, on se déteste, etc., ben les autres fonctionnent entre eux, ils font avancer leur agenda économique, et c'est sur toute l'échelle sociale. Hein. Sur toute l'échelle sociale. Là, j'ai pris volontairement un extrême, le siècle, où ce sont les pseudo-élites politiques, économiques, politiques, économiques, etc., françaises. Mais sur toute l'échelle sociale, croyez-moi que même l'ouvrier de base en France, et c'est pas du tout méprisant contre les ouvriers, loin de là, mais ce que je vais expliquer, c'est que même l'ouvrier de base, lui, il va préférer son semblable par rapport à vous. Hein. Même le pecno de base, au fin fond de je sais pas d'où, il va travailler avec son semblable, je vous assure. Donc, est-ce que vous voyez l'absurdité? Donc, le souci, il est le suivant, c'est que on se dit que les autres nous abusent, nous trucs, nous machins, oui, bien sûr, d'accord. Mais si on ne réagit pas, est-ce qu'ils ont vraiment tort finalement de se foutre de notre gueule? Est-ce que vous comprenez? On n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Si vous êtes faible, l'autre en face, il va vous bouffer. Point. On n'est pas dans les bisounours. Vous laissez votre voiture ouverte, eh bien, un mec prend, il vole, point barre. Hein. Je veux dire, on peut en parler pendant des heures et des heures. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Si maintenant vous ne prenez pas la peine d'aimer ce que vous êtes et d'aimer vos semblables, c'est pas un autre qui va le faire pour vous. L'autre, il va se servir de votre faiblesse, de votre complexe contre vous. Voilà la réalité, mes amis. Donc réfléchissez à tout ça parce que les répercussions économiques que nous avons, les soucis, et je suis martiniquais, donc vous savez ce qui se passe dans mon pays d'origine, hein, eh ben ça c'est de notre faute. C'est parce que beaucoup de Martiniquais veulent être clairs de peau, veulent être plus européens que l'européen, quoi. Attention, quoi. Et donc, ben, ça donne des problèmes économiques, politiques, socioculturels monstres. Monstres. Et les autres ben, se servent de nos complexes contre nous. Donc, comme je le dis toujours, formez-vous sur ces questions-là, économiques, politiques, socioculturelles, et j'ajouterai la psychologie. Formez-vous sur la psychologie. Lisez François Non, par exemple, hein, mais pas que. Lisez, formez-vous sur nos comportements et surtout comment combattre ces complexes. Formez-vous. À très bientôt.